Face à la lynx enceinte qui grattait désespérément la porte de la maternité pendant cette nuit de tempête, Marie sentit ses larmes jaillir sans retenue. Cet animal sauvage aux yeux suppliants venait de réveiller la douleur de sa propre maternité arrachée. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde vous nous regardez. Allons-y. Dans les montagnes du Jura français, où les forêts de conifères s'étendent à perte de vue, et où le silence n'est brisé que par le souffle du vent dans les branches, une silhouette se déplace furtivement. C'est une femelle lynx roux, majestueuse, avec son pelage tacheté et ses oreilles pointues, ornées de touffes noires. Son ventre rond trahit une grossesse avancée, et ses mouvements, habituellement si fluides et discrets, sont devenus plus lourds, plus précautionneux. Les habitants de la région l'ont surnommée Luna, bien qu'elle n'ait jamais recherché leur compagnie, préférant l'ombre protectrice des sous-bois aux regards humains. Mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Luna ressent des contractions de plus en plus rapprochées, et un instinct viscéral lui souffle que la mise bas qui approche est compliquée. Elle qui a toujours vécu selon les lois implacables de la nature, se trouve soudain confrontée à sa propre mortalité et à celle de ses petits. Dans son regard ambré, une lueur d'intelligence brille, une intelligence qui va bientôt défier tout ce que nous croyons savoir sur le comportement animal. À 15 kilomètres de là, dans la petite ville de Saint-Claude, nichée au creux des montagnes, Marie Dubois termine sa journée de travail à la maternité de l'hôpital local. À 32 ans, cette infirmière expérimentée a aidé à mettre au monde des centaines de bébés, mais son cœur porte une blessure invisible. 5 ans plus tôt, un accident a emporté son mari et leur enfant à naître, la laissant seule avec un vide que rien ne semble pouvoir combler. Si elle continue à travailler à la maternité, c'est peut-être pour rester proche de ce qu'elle a perdu, ou peut-être pour aider d'autres vies à voir le jour quand la sienne semble s'être arrêtée. « Tu es sûr que tu ne veux pas venir boire un verre avec nous ?» demande Sophia à une collègue en enfilant son manteau. « Ça te ferait du bien de sortir un peu. » Marie secoue doucement la tête, son visage fin esquissant un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Pas ce soir. J'ai encore quelques dossiers à finaliser. Une autre fois, promis. » Sophia n'insiste pas. Elle connaît Marie depuis assez longtemps pour savoir que derrière sa gentillesse et son professionnalisme se cache une solitude qu'elle entretient presque comme un sanctuaire. « D'accord, mais n'oublie pas de vivre un peu, toi aussi », lance-t-elle avant de disparaître dans le couloir. Restée seule, Marie s'installe devant l'ordinateur de la salle de garde. Dehors, la nuit est tombée, et une tempête de neige s'est levée, transformant le paysage en un tourbillon blanc. C'est une de ces nuits où le monde semble se réduire aux murs qui vous entourent, où l'hôpital devient un îlot de chaleur et de vie dans l'immensité froide. Pendant ce temps, Luna avance péniblement dans la neige qui s'épaissit. La douleur dans son ventre est devenue insupportable, et l'instinct de survie qui l'a toujours guidée lui lance maintenant des signaux contradictoires. Fuir ou chercher un abri, se cacher ou demander de l'aide. Normalement, une femelle lynx sur le point de mettre bas chercherait un endroit isolé, à l'abri des prédateurs. Mais Luna a été élevée dans un centre de réhabilitation pendant les premiers mois de sa vie, avant d'être relâchée dans la nature. Ce bref contact avec les humains a laissé en elle une empreinte, une mémoire enfouie de mains gentilles et de chaleur réconfortante. Dans la tempête qui fait rage, ses pas la mènent inexorablement vers les lumières de la ville en contrebas. Son corps meurtri et son instinct la guident vers le seul endroit où elle a connu la sécurité, auprès des humains. À l'hôpital, Marie termine enfin ses dossiers et se prépare à rentrer chez elle. La nuit est calme, aucune naissance n'est prévue avant le matin. Elle enfile son épais manteau d'hiver et s'apprête à affronter la tempête quand un bruit étrange attire son attention. Un son de griffes contre une porte
à peine audible par-dessus le hurlement du vent. « Il y a quelqu'un » appelle-t-elle en se dirigeant vers l'entrée secondaire de la maternité, celle qui donne directement sur le petit jardin de l'hôpital. Le bruit se répète, plus insistant. Ce n'est pas un humain, c'est certain. Peut-être un chien perdu cherchant refuge contre le froid. Marie hésite. Le protocole lui interdit d'ouvrir les portes de l'hôpital la nuit sans vérification, mais quelque chose dans ses grattements désespérés éveille en elle un écho, comme si la détresse qui se manifeste de l'autre côté de la porte résonnait avec la sienne. D'un geste décidé, elle déverrouille la porte et l'entr'ouvre prudemment. Ce qu'elle voit alors la fige sur place. Dans la lumière blafarde qui s'échappe du bâtiment, une femelle lynx se tient là, ses yeux dorés brillant d'une intelligence presque humaine. Son ventre distendu et sa respiration laborieuse ne laissent aucun doute. L'animal est sur le point de mettre bas et quelque chose ne va pas. Le temps semble suspendu tandis que femme et félin se regardent. Marie devrait avoir peur, reculer, refermer la porte et appeler les secours. Mais dans les yeux de Luna, elle voit une supplication, une demande d'aide qui transcende les barrières entre espèces. Et dans cet instant de connexion improbable, quelque chose se brise en Marie. Des larmes qu'elle retient depuis des années commencent à couler sur ses joues. « Mon Dieu » murmure-t-elle, une main sur la bouche. « Tu es venu chercher de l'aide ?» Luna tente de faire un pas vers l'avant, mais ses pattes cèdent sous elle. Elle s'effondre dans la neige, un gémissement de douleur s'échappant de sa gorge. Sans réfléchir, guidée par ses années d'expérience médicale et une compassion qui dépasse la raison, Marie s'agenouille auprès de l'animal. « Je ne sais pas si tu me comprends, » dit-elle doucement, « mais je vais t'aider. » Avec d'infinies précautions, elle passe un bras sous le corps du félin. À sa grande surprise, Luna ne résiste pas, comme si elle comprenait que sa vie et celle de ses petits dépendaient maintenant de cette humaine en larmes qui la soulève avec une force insoupçonnée. Marie réussit à porter Luna jusqu'à une petite salle d'examen désaffectée au bout du couloir. Son esprit fonctionne à toute vitesse. Elle devrait appeler un vétérinaire, mais dans cette tempête, personne ne pourra arriver à temps. Les contractions de Luna s'intensifient et Marie comprend qu'elle va devoir agir seule. « Reste calme », murmure-t-elle, autant pour Luna que pour elle-même. « On va y arriver ensemble. » Dans le couloir silencieux de l'hôpital, le destin a réuni deux mères blessées par la vie. L'une est venue chercher de l'aide là où son instinct lui disait qu'elle la trouverait. L'autre a trouvé un sens à sa douleur dans le regard d'une créature sauvage. Ce qui va se passer cette nuit défie toute logique, toute science. Mais dans l'intimité de cette petite salle d'examen, une connexion ancestrale est sur le point de se renouer. Marie prend une profonde inspiration et commence à préparer ce dont elle aura besoin pour aider Luna à mettre ses petits au monde. Ses mains tremblent légèrement, mais son regard est déterminé. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent pleinement vivante, pleinement présente. Le miracle qui s'annonce a déjà commencé à guérir quelque chose en elle. Dehors, la tempête redouble d'intensité, isolant l'hôpital du reste du monde. Mais dans cette bulle hors du temps, une femme et une lynx sont unies par la plus puissante des forces. Celle qui pousse une mère à tout faire pour sauver ses enfants. Celle qui pousse un être humain à tendre la main vers un autre être vivant en détresse. Et tandis que la nuit avance, l'impossible devient possible dans le silence feutré d'une maternité où la vie s'apprête à éclore sous une forme inattendue. Luna ferme les yeux, s'abandonnant à la confiance, tandis que Marie, les joues encore humides de larmes, se prépare à accueillir des vies qui ne devraient tout pas être entre ses mains, mais qui, par un étrange caprice du destin, vont peut-être sauver la sienne. Marie ferme la porte de la salle d'examen et regarde autour d'elle, évaluant rapidement les ressources à sa disposition. Cette pièce, autrefois utilisée pour les examens pré-accouchement, contient encore du matériel médical de base. Des gants, des compresses stériles,
des serviettes, une lampe d'examen. Pas idéal pour un accouchement, encore moins pour celui d'un félin sauvage, mais cela devra suffire. Luna s'est installée dans un coin de la pièce, tournant en rond avant de se coucher sur le côté, les flancs agités de spasmes. Ses yeux ne quittent pas Marie comme si elle évaluait sa compétence, sa fiabilité. Il y a dans ce regard animal une intelligence qui déstabilise l'infirmière. « Je n'ai jamais fait ça », murmure Marie en s'approchant lentement. « Mais on va y arriver ensemble, d'accord ?» Elle enfile des gants et s'agenouille près de la lynx. Contre toute attente, Luna ne gronde pas, ne cherche pas à la griffer, quand Marie pose doucement une main sur son flanc pour évaluer les contractions. Une confiance s'est établie entre elles, inexplicable mais palpable. Marie sent un nœud se former dans sa gorge. Combien de fois a-t-elle imaginé son propre accouchement, celui qui n'a jamais eu lieu? La sensation des contractions, la peur mêlée d'excitation, la rencontre avec cet être qu'elle avait porté. La vie lui a arraché ce moment, ne laissant qu'un vide douloureux que les années n'ont pas comblé. « Concentration », se réprimande-t-elle. « Ce n'est pas le moment de flancher. » Les souvenirs de ses cours de biologie et quelques documentaires animaliers lui reviennent. Les félins mettent généralement bas seuls, mais les complications existent. Le plus inquiétant est que Luna semble épuisée, comme si elle luttait depuis des heures. Marie palpe délicatement le ventre distendu et perçoit la forme d'au moins 3 petits. L'un d'eux semble mal positionné. « Je crois comprendre le problème », dit-elle doucement. « Il y en a un qui est coincé, c'est ça ?» Comme si elle comprenait, Luna émet un miaulement plaintif et pose sa tête au sol, s'abandonnant entièrement aux soins de l'humaine. Cette confiance touche Marie au plus profond de son être. Un craquement résonne soudain dans le couloir. Marie se fige. Si quelqu'un découvre qu'elle a fait entrer un animal sauvage dans l'hôpital, elle risque non seulement son poste, mais aussi des poursuites judiciaires. Pourtant, pas un instant, elle n'envisage d'abandonner Luna. Le bruit s'éloigne. Probablement le gardien de nuit faisant sa ronde. Marie respire à nouveau et reporte son attention sur Luna. Une nouvelle contraction secoue le corps du félin, plus violente que les précédentes. Un liquide s'écoule, signe que la poche des os s'est rompue. « Ça y est, c'est le moment », murmure Marie. Elle se positionne et observe attentivement. Luna pousse, ses muscles puissants se contractant sous son pelage tacheté. Une petite tête apparaît, puis disparaît. Marie comprend qu'il y a un problème. Le petit est coincé, analyse-t-elle à voix haute. Et tu n'as plus assez de force pour pousser correctement. Marie sait ce qu'elle doit faire, mais l'idée de manipuler un félin sauvage en plein travail la terrifie. Pourtant, sans intervention, la mère et les petits risquent de mourir. Prenant une profonde inspiration, elle murmure « Pardonne-moi si je te fais mal ». Avec d'infinies précautions, elle introduit 2 doigts gantés pour aider le petit à se dégager. Luna émet un grondement sourd, mais ne bouge pas, comme si elle comprenait l'intention de l'infirmière. Marie sent la minuscule tête, puis les épaules du chaton. D'un geste précis et doux, elle l'aide à se repositionner. Maintenant, Luna, pousse! Comme si elle obéissait à cette injonction, la lynx contracte ses muscles une dernière fois et le premier chaton glisse dans les mains de Marie. Un petit être humide, pas plus grand qu'un chaton domestique, avec le même pelage tacheté que sa mère. Il est là, souffle Marie, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Tu as un magnifique petit garçon. Elle essuie rapidement le nouveau-né avec une serviette stérile, dégageant ses voies respiratoires comme elle l'a fait pour tant de bébés humains. Le chaton émet un piaulement minuscule, premier cri de vie dans le silence de la nuit. Marie le place près de la tête de Luna, qui commence immédiatement à le lécher, stimulant sa respiration. Il n'y a pas de temps pour s'émerveiller. Les contractions reprennent et Marie se remet en position.
Le deuxième chaton vient plus facilement, un autre mâle, légèrement plus petit que le premier, puis le troisième, une femelle, qui semble plus faible que ses frères. « Allez, petite !» encourage Marie en la frottant doucement pour stimuler sa respiration. Pendant quelques secondes terrifiantes, le chaton reste inerte, puis un frémissement parcourt son petit corps, et elle ouvre la bouche pour émettre un cri à peine audible. « C'est bien », souffle Marie, plaçant la petite femelle à côté de ses frères. Mais quelque chose ne va pas. Luna continue d'avoir des contractions, et Marie sent qu'il reste au moins un chaton. Pourtant, rien ne vient. 1 heure passe, puis 2. La lynx s'affaiblit visiblement, sa respiration devient laborieuse. « Il y en a encore un », constate Marie, l'inquiétude serrant sa gorge. Mais il ne descend pas. La situation devient critique. Si le dernier chaton ne naît pas rapidement, Luna risque une hémorragie, une infection, la mort. Marie sait qu'elle devrait appeler un vétérinaire, mais la tempête fait toujours rage dehors, et déplacer Luna maintenant serait trop risqué. « Je dois prendre une décision », murmure-t-elle en caressant doucement la tête de la lynx épuisée. Dans son esprit défilent des images de la salle d'accouchement où elle travaille chaque jour, des gestes qu'elle a vu faire par les médecins face à des situations similaires. La frontière entre médecine humaine et animale s'estompe dans l'urgence du moment. Marie se lève brusquement et fouille dans les armoires de la salle. Elle trouve de l'ocytocine, une hormone utilisée en obstétrique pour renforcer les contractions. Le dosage pour un félin? Elle l'ignore. Mais Luna s'affaiblit à vue d'œil et les 3 chatons nés commencent à s'agiter, cherchant à téter. « Pardonne-moi de jouer à l'apprentie sorcière », murmure-t-elle en préparant une dose minime. Mais c'est ta seule chance. Elle administre l'injection, priant pour ne pas faire plus de mal que de bien. Les minutes qui suivent sont interminables. Marie surveille la respiration de Luna, prête à intervenir si son état s'aggrave. Puis, les contractions reprennent, plus intenses. Marie se remet en position et aperçoit enfin une petite tête. Mais quelque chose cloche. Le chaton est plus grand que les autres, et son positionnement est anormal. Il est en siège, comprend Marie. Une présentation dangereuse, même pour un accouchement humain. Avec un calme qu'elle ne se connaissait pas, elle guide le chaton centimètre par centimètre. La sueur perle sur son front. Ses mains tremblent légèrement, mais ses gestes restent précis. Luna, comme comprenant la gravité de la situation, reste parfaitement immobile malgré la douleur évidente. Finalement, dans un dernier effort partagé entre la femme et la bête, le 4e chaton naît. Il est nettement plus grand que ses frères et sœurs, et son pelage présente des taches plus marquées. Un vrai petit guerrier, souffle Marie en le nettoyant. Mais le chaton ne bouge pas. Marie le frotte plus vigoureusement, vérifie ses voies respiratoires, tapote doucement son dos. Rien. Non, 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 murmure-t-elle, refusant d'accepter cette défaite. Pas après tout ça. Dans un geste désespéré, elle approche son visage du minuscule museau et souffle délicatement, imitant le bouche-à-bouche qu'elle a pratiqué tant de fois sur des nouveau-nés humains en détresse. 1 fois, 2 fois. Un spasme parcourt le corps du chaton, puis un autre. Et soudain, il ouvre la bouche et émet un petit cri perçant qui résonne comme une victoire dans la pièce silencieuse. « Tu es vivant », sanglote Marie, plaçant le chaton près de sa mère. Luna, épuisée mais alerte, entreprend de lécher ses 4 petits, les réchauffant et les stimulant. Marie recule légèrement, leur laissant l'intimité de ses premiers moments. La scène qui se déroule sous ses yeux a quelque chose de sacré, une nouvelle famille née contre toute attente, grâce à une alliance improbable entre 2 espèces que tout sépare normalement. À l'extérieur, la tempête commence à s'apaiser. Les premières lueurs de l'aube
filtrent à travers les stores de la petite salle d'examen. Marie, assise contre le mur, observe Luna qui s'est installée confortablement, ses 4 chatons tétant vigoureusement. Elle devrait se sentir épuisée après cette nuit sans sommeil, mais une étrange énergie l'anime. Pour la première fois depuis l'accident qui a brisé sa vie, elle a l'impression d'avoir accompli quelque chose de profondément significatif. Qui aurait cru, murmure-t-elle à Luna, dont les yeux mi-clos la fixent avec ce qui ressemble à de la gratitude, qu'une lynx et une infirmière feraient une si bonne équipe. Le jour se lève sur l'hôpital endormi et avec lui une nouvelle réalité qu'il faudra bientôt affronter. Que faire de Luna et ses petits? Comment expliquer leur présence? Mais pour l'instant, dans cette bulle hors du temps, Marie savoure la paix qui l'envahit et le miracle auquel elle a eu le privilège de participer. Le soleil est maintenant pleinement levé, illuminant la petite salle d'examen d'une lumière dorée. Marie consulte sa montre et sursaute. 7h15. Dans moins d'une heure, le personnel de jour arrivera et le service reprendra son rythme habituel. Elle doit agir vite. Luna sommeille paisiblement, ses 4 chatons blottis contre son ventre chaud, tétant par intermittence. La scène est d'une beauté si pure qu'elle donne à Marie l'envie de la figer dans le temps, de préserver ce moment de grâce arraché à la brutalité ordinaire de la vie. « On ne peut pas rester ici », murmure-t-elle à la lynx qui entr'ouvre ses yeux à sa voix. « Il faut que je trouve une solution. » Marie se lève, ses jambes engourdies par les heures passées au sol. Elle range méticuleusement le matériel utilisé pendant la nuit, effaçant les traces de cette naissance extraordinaire. Son esprit fonctionne à toute vitesse, pesant les options qui s'offrent à elle. Appeler les services de protection de la faune sauvage? Il prendrait certainement en charge Luna et ses petits, mais la séparerait probablement d'eux pour les placer en centre de réhabilitation. L'idée de briser cette famille à peine formée lui est insupportable. Les garder chez elle? Impossible. Son petit appartement en ville n'est pas adapté pour accueillir une lynx et ses chatons, sans compter que détenir un animal sauvage est illégal. Alors qu'elle nettoie, une idée germe dans son esprit. Son grand-père possédait un vieux chalet isolé dans les hauteurs du Jura, à une trentaine de kilomètres de la ville. À sa mort, il y a 2 ans, Marie en a hérité mais n'a jamais eu le courage d'y retourner, trop de souvenirs douloureux y étant attachés. C'était là qu'elle avait passé les dernières vacances avec son mari, peu avant l'accident. Ce serait l'endroit parfait, murmure-t-elle presque malgré elle. Le chalet est entouré de forêts, loin de toute habitation. Luna pourrait s'y rétablir en sécurité avec ses petits avant de retourner à la vie sauvage quand ils seraient assez grands. Mais comment y transporter une lynx et 4 chatons nouveau-nés? La porte de la salle s'ouvre brusquement, arrachant Marie à ses réflexions. Son cœur fait un bond dans sa poitrine lorsqu'elle se retrouve face à Sophia, sa collègue de la veille. « Marie, tu es encore là? Je croyais que tu étais rentrée chez toi après ton service. » s'étonne Sophia avant que son regard ne se pose sur Luna et ses petits. Ses yeux s'écarquillent. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que... » Marie se précipite pour refermer la porte derrière sa collègue. « Sophia, je peux tout expliquer. » Sophia reste figée, oscillant entre stupéfaction et fascination devant le spectacle de la lynx et ses chatons. « C'est un lynx? Dans notre hôpital? » Elle est venue gratter à la porte hier soir, explique Marie, les mots se bousculant dans sa bouche. Elle était en travail, avec des complications. Je ne pouvais pas la laisser dehors dans la tempête, elle serait morte, et ses petits aussi. Contre toute attente, le visage de Sophia s'illumine d'un sourire incrédule. « Tu as aidé une lynx à mettre bas? Toi, toute seule ?» Elle s'approche doucement, s'agenouillant à distance respectueuse de Luna qui observe la nouvelle venue avec méfiance. «
C'est l'histoire la plus dingue que j'ai jamais entendue. Marie sent un poids quitter ses épaules. Sofia ne semble pas choquée ni prête à la dénoncer. Au contraire, elle paraît aussi émerveillée qu'elle par cette situation extraordinaire. « Je ne sais pas quoi faire maintenant, avoue Marie. Je ne peux pas les laisser ici, mais je ne veux pas les confier au service de protection de la faune. Pas tout de suite. » Sofia réfléchit un instant, puis son visage s'éclaire. « Mon frère, Thomas, il pourrait nous aider. » Thomas, le vétérinaire? Oui, il travaille principalement avec les animaux de ferme, mais il a une spécialisation en faune sauvage. Et surtout, il sait être discret. Marie hésite. Impliquer une personne supplémentaire augmente les risques que l'histoire s'ébruite. Mais un vétérinaire pourrait s'assurer que Luna et ses petits sont en bonne santé et les aider à les transporter en sécurité. D'accord, décide-t-elle finalement. Tu peux l'appeler? Pendant que Sofia s'éloigne pour passer l'appel, Marie s'approche de Luna. La lynx la regarde avec une confiance qui la bouleverse. Cet animal sauvage, normalement craintif et solitaire, l'a choisi, lui a accordé sa confiance au moment où elle était la plus vulnérable. « On va trouver une solution », promet-elle en caressant doucement la tête de Luna, qui, étonnamment, se penche vers sa main. Sofia revient, le visage illuminé de soulagement. Thomas arrive dans une demi-heure. Il apporte une grande cage de transport et du matériel médical. « Comment as-tu expliqué la situation ?» Je lui ai dit que c'était une urgence impliquant une femelle lynx et ses nouveau-nés et qu'il fallait être extrêmement discret. Il n'a pas posé de questions. C'est son jour de congé. Personne ne saura qu'il est venu ici. Les deux femmes entreprennent de préparer la venue du vétérinaire. Marie fait un bilan sommaire de l'état de Luna et de ses chatons, notant leurs signes vitaux comme elle le ferait pour des patients humains. Sofia, de son côté, s'assure que le couloir reste désert et verrouille la porte principale de l'aile pour éviter toute intrusion accidentelle. Thomas arrive exactement 28 minutes plus tard, comme l'avait annoncé Sofia. C'est un homme d'une quarantaine d'années, aux traits qui rappellent ceux de sa sœur, mais avec une barbe fournie et des yeux qui reflètent une gentillesse tranquille. Il entre dans la salle, portant une grande cage de transport recouverte d'une couverture et un sac médical. Son regard expert évalue immédiatement la situation, mais aucun jugement ne transparaît sur son visage. Il s'approche lentement de Luna, s'arrêtant à bonne distance. « Bonjour, maman, » dit-il doucement. « On dirait que tu as eu une nuit mouvementée. » Il se tourne vers Marie, une lueur d'admiration dans les yeux. « Ma sœur m'a vaguement expliqué, mais j'aimerais entendre toute l'histoire. » Marie raconte alors les événements de la nuit, la façon dont Luna est venue gratter à la porte, comment elle a réussi à l'aider à mettre au monde ses 4 chatons, dont le dernier qui a failli ne pas survivre. Thomas écoute attentivement, hochant parfois la tête. Quand elle a terminé, il reste silencieux un moment, puis déclare « En 20 ans de pratique vétérinaire, je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Un lynx qui vient délibérément chercher de l'aide humaine. C'est extraordinaire. » « Est-ce qu'ils vont bien ?» demande Marie, anxieuse. Thomas s'approche doucement de Luna, lui parlant continuellement d'une voix basse et calme. La lynx, épuisée et encore sous le choc de l'accouchement, le laisse l'examiner brièvement ainsi que ses petits. La mère est déshydratée et épuisée, mais ne semble pas présenter de complications post-partum, conclut-il. Les chatons sont étonnamment vigoureux pour des prématurés. Le plus grand, celui que tu as dû réanimer, présente une légère difficulté respiratoire, mais rien d'alarmant. Il se redresse et regarde Marie droit dans les yeux. Maintenant, la vraie question. Quel est ton plan? Marie lui expose son idée du chalet isolé. Thomas écoute attentivement, son expression passant du scepticisme à la réflexion. « C'est risqué, » dit-il finalement. « Mais ça pourrait fonctionner à court terme. Luna a visiblement été en contact avec des humains avant,
probablement dans un centre de réhabilitation quand elle était jeune. Ça explique pourquoi elle est venue chercher de l'aide. Il réfléchit encore un instant. Je pourrais venir régulièrement vérifier leur état, t'apporter des conseils et du matériel. Mais il faudra prévoir un plan pour les réintroduire dans la nature d'ici quelques mois, quand les petits seront assez grands. Marie sent un pincement au cœur à l'idée de se séparer de Luna, mais elle sait que c'est la seule issue possible. La lynx appartient à la forêt, pas à un chalet, aussi confortable soit-il. Alors c'est décidé, conclut-elle. On les emmène au chalet. Les préparatifs se font rapidement. Thomas administre à Luna un léger sédatif pour faciliter le transport, puis installe soigneusement la famille féline dans la grande cage qu'il a apportée. Les chatons, nichés contre le ventre de leur mère, ne semblent pas perturbés par ces manipulations. « Mon 4x4 est garé à l'arrière », explique Thomas. « On peut y accéder directement par la sortie de secours, sans traverser l'accueil. » Marie hésite, regardant l'horloge murale. Son service commence officiellement dans 10 minutes. « Je ne peux pas partir comme ça, sans prévenir. »« Je m'en occupe, » intervient Sophia. « Je dirais que tu m'as appelé ce matin, que tu es malade. Une gastro, ça ne se discute pas et personne ne viendra vérifier. »« Merci, » souffle Marie, émue par la complicité inattendue de sa collègue. Thomas soulève précautionneusement la cage. « Prête ?» Marie regarde une dernière fois la petite salle qui a été le théâtre d'un miracle cette nuit. Dans quelques minutes, elle quittera l'hôpital avec une lynx et 4 chatons, se rendant complice d'une action probablement illégale. Et pourtant, jamais elle ne s'est sentie aussi en paix avec elle-même depuis des années. « Prête », répond-elle avec une assurance qui la surprend elle-même. Alors qu'ils franchissent la porte, l'un des chatons, le grand que Marie a réanimé, émet un petit cri perçant, comme pour approuver cette décision folle qui lie désormais leur destin. Dans le couloir silencieux de l'hôpital, ce minuscule cri résonne comme une promesse, celle d'une aventure qui ne fait que commencer. Le trajet vers le chalet se déroule dans un silence tendu. Thomas conduit prudemment sur les routes sinueuses du Jura, encore partiellement enneigées après la tempête de la veille. À l'arrière du véhicule, la cage contenant Luna et ses petits est solidement arrimée, recouverte d'une couverture épaisse pour minimiser le stress du transport. Marie, assise sur le siège passager, jette régulièrement des coups d'œil inquiets vers l'arrière. Elle s'en sort bien, la rassure Thomas. Le sédatif est très léger, juste assez pour qu'elle reste calme pendant le voyage. Marie hoche la tête reconnaissante. Combien de temps avant qu'on arrive? Encore une vingtaine de minutes. On a presque quitté la route principale. Le paysage qui défile par la fenêtre devient de plus en plus sauvage. Les habitations se font rares, remplacées par de vastes étendues de forêts de sapins et d'épicéas dont les branches ploient sous le poids de la neige. C'est un monde blanc et silencieux, suspendu dans le temps, qui correspond parfaitement à l'état d'esprit de Marie, hors de la réalité ordinaire à la frontière entre deux mondes. « Tu n'es jamais retourné au chalet depuis ?» demande doucement Thomas, laissant sa phrase en suspens. « Non », répond Marie, la gorge nouée. « Je n'en ai jamais eu le courage. » Thomas respecte son silence, comprenant que derrière ce simple mot se cache une douleur qu'aucune parole ne peut soulager. Il emprunte maintenant un chemin forestier à peine visible, le 4x4 avançant laborieusement dans la neige épaisse. « Heureusement que j'ai les chaînes », commande-t-il pour alléger l'atmosphère. « Sinon, on aurait fini le trajet à pied avec une lynx sédatée dans les bras. » L'image arrache un sourire à Marie, le premier depuis des heures. Puis, au détour d'un virage, le chalet apparaît enfin. C'est une solide construction en bois sombre, nichée dans une petite clairière entourée de sapins. La neige recouvre le toit d'une épaisse couche blanche et des stalactites de glace pendent des gouttières. Marie sent son cœur se serrer à cette vision familière et pourtant devenue étrangère. « C'est exactement comme dans mes souvenirs », murmure-t-elle.
Thomas arrête le véhicule devant l'entrée et coupe le moteur. « Tu es sûr que tu veux faire ça? Il est encore temps de changer d'avis, de contacter les services officiels. » Marie secoue fermement la tête. « Non, je leur dois bien ça. » Elle ne précise pas si ce « leur » désigne Luna et ses petits, ou les fantômes du passé qui habitent ce lieu. Ils descendent du véhicule, accueillis par un silence cristallin uniquement perturbé par le crissement de leurs pas dans la neige. Marie sort de sa poche la clé du chalet, qu'elle porte toujours sur elle sans jamais l'utiliser, comme un talisman douloureux. La porte s'ouvre en grinçant légèrement. L'intérieur est froid et sent le renfermer, mais tout est exactement comme dans ses souvenirs. La grande pièce principale avec sa cheminée en pierre, la cuisine rustique, l'escalier en bois qui mène à la mezzanine. Des draps blancs recouvrent les meubles, comme des fantômes silencieux gardant les lieux. « Je vais allumer le feu, » dit Thomas, pragmatique. « Tu peux vérifier si l'électricité fonctionne. » Marie acquiesce, reconnaissante pour ces tâches concrètes qui l'ancrent dans le présent et l'empêchent de se perdre dans les souvenirs. Elle actionne l'interrupteur principal et les lumières s'allument, projetant une lueur chaude sur les murs en bois. « Le générateur fonctionne », annonce-t-elle. « Mon grand-père avait installé des panneaux solaires et un système de batterie pour les périodes sans soleil. » Pendant que Thomas s'occupe du feu et rapporte leurs affaires, Marie découvre une petite remise attenante au chalet. C'est un espace sec et isolé, avec une fenêtre qui laisse entrer la lumière naturelle. « Ce serait parfait pour Luna », appelle-t-elle. Il transforme rapidement la remise en un espace confortable pour la petite famille féline. Thomas a apporté des couvertures douces qu'il dispose en forme de nid et Marie trouve de vieilles serviettes propres dans un placard du chalet. « Il est temps de les installer », dit Thomas en retournant au véhicule chercher la cage. Luna est réveillée, mais calme lorsqu'ils ouvrent la cage dans la remise aménagée. Elle observe son nouvel environnement avec méfiance, ses yeux dorés passant de Marie à Thomas, puis scrutant chaque recoin de l'espace. Les chatons, blottis contre elle, émettent de petits piaulements. « Laissons-la s'habituer tranquillement », conseille Thomas. « Je vais t'expliquer comment prendre soin d'eux. » De retour dans le chalet, où un feu crépite maintenant joyeusement dans la cheminée, Thomas sort de son sac médical diverses fournitures, lait maternisé spécial pour félins sauvages, biberon miniature, antiseptique, antibiotiques et même un petit appareil d'échographie portable. « Sophia a mentionné que tu avais pris quelques jours de congé, » dit-il en disposant le matériel sur la table. « C'est bien, ils auront besoin de surveillance constante au début. Je reviendrai après-demain pour vérifier leur état, mais appelle-moi au moindre problème. » Marie hoche la tête, soudain submergée par l'ampleur de la tâche qu'elle a acceptée. Thomas doit percevoir son inquiétude, car il pose une main rassurante sur son épaule. « Tu as réussi à faire naître ces chatons dans des conditions impossibles. Le reste sera un jeu d'enfant en comparaison. » Après lui avoir donné des instructions détaillées et avoir vérifié une dernière fois l'état de Luna et ses petits, Thomas s'apprête à partir. Sur le pas de la porte, il hésite. « Marie, ce que tu fais, c'est à la fois fou et merveilleux. Mais n'oublie pas que Luna reste un animal sauvage. Elle n'est pas un substitut pour... » « Je sais, » le coupe doucement Marie. « Je ne cherche pas à la domestiquer. Je veux juste lui donner une chance, à elle et à ses petits. » Thomas acquiesce, semblant accepter cette explication. À dans 2 jours alors. Le vrombissement du moteur qui s'éloigne laisse place à un silence profond, uniquement troublé par le crépitement du feu, et, au loin, les cris occasionnels des chatons. Marie se retrouve seule dans ce chalet chargé de souvenirs, avec pour unique compagnie une famille de lynx. Les heures suivantes passent comme dans un rêve. Marie découvre avec émerveillement que Luna accepte sa présence dans la remise, lui permettant même de toucher les chatons pour vérifier leur état. Le plus grand, celui qu'elle a réanimé,
semble particulièrement réactif à sa voix et à son odeur. « Je vais t'appeler Lazare, » murmure-t-elle en caressant doucement son petit corps chaud. « Celui qui est revenu d'entre les morts. » La nuit tombe rapidement sur la forêt, enveloppant le chalet dans un cocon d'obscurité. Marie a allumé quelques lampes et ravivé le feu, créant une atmosphère chaleureuse qui contraste avec le froid extérieur. Épuisée par les événements des dernières 24 heures, elle s'installe dans le vieux fauteuil de son grand-père, face à la cheminée. C'est dans ce même fauteuil qu'elle s'était assise, 5 ans plus tôt, quand les gendarmes étaient venus lui annoncer l'accident. Elle ferme les yeux, laissant les souvenirs l'envahir pour la première fois depuis longtemps. La douleur est toujours là, vive et déchirante, mais quelque chose a changé. Elle n'est plus seule face à ce vide. Dans la remise à côté, 4 nouvelles vies dépendent d'elle. Un léger bruit la fait sursauter. Luna se tient dans l'encadrement de la porte de la remise, qu'elle a visiblement réussi à ouvrir. Marie se fige, incertaine de la réaction de l'animal. La lynx la fixe de ses yeux dorés, puis s'avance lentement dans la pièce. Avec une grâce infinie, elle s'approche du fauteuil où est assise Marie, et dans un geste qui défie toute logique animale, elle pose brièvement sa tête sur les genoux de la femme. Ce contact dure à peine quelques secondes, mais pour Marie, c'est comme si une connexion invisible venait de se former, un pacte silencieux entre 2 mères blessées par la vie. Luna retourne ensuite tranquillement vers la remise, où ses petits l'attendent. Marie reste immobile, les larmes coulant librement sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, ces larmes ne sont pas uniquement de douleur. Il y a en elle quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemble presque à de l'espoir. Dehors, la neige a recommencé à tomber, recouvrant les traces du passage de Thomas, effaçant les marques du monde extérieur. Dans ce chalet isolé, entouré par la forêt silencieuse, Marie a l'impression d'être entrée dans un espace hors du temps, un lieu où les lois ordinaires de la nature et des hommes sont suspendues, où l'impossible devient possible. Elle se lève et s'approche de la fenêtre, observant les flocons qui dansent dans la nuit. « Bienvenue dans notre refuge », murmure-t-elle, autant pour Luna que pour elle-même. Le chalet des souvenirs douloureux est en train de devenir autre chose. Un sanctuaire, un espace de guérison pour 2 âmes meurtries qui, contre toute attente, se sont trouvées au cœur de l'hiver. Les jours qui suivent s'écoulent dans une routine étrange et merveilleuse. Marie s'éveille chaque matin avec le soleil, son corps s'habituant naturellement au rythme de la nature qui l'entoure. Son premier geste est toujours le même, se rendre à la remise pour vérifier l'état de Luna et de ses petits. La lynx l'accueille désormais avec un regard tranquille, presque confiant. Elle permet à Marie de manipuler les chatons pour les examiner, s'écartant juste assez pour observer sans jamais montrer d'agressivité. C'est une confiance qui défie la logique animale, comme si Luna comprenait parfaitement que cette humaine a sauvé sa vie et celle de ses petits. Les chatons grandissent à vue d'œil. Leurs yeux, d'abord fermés, commencent à s'ouvrir au 5e jour, révélant des iris d'un bleu laiteux qui se transformeront progressivement en ambre doré. Leurs corps minuscules prennent des forces, et leurs vocalisations deviennent plus assurées, plus variées. Marie les observe avec émerveillement, notant chaque progrès dans un carnet qu'elle a trouvé dans un tiroir du chalet. Lazare, le plus grand des chatons, celui qu'elle a ramené à la vie, se distingue par sa curiosité et son attachement particulier à Marie. Quand elle s'assoit près du nid, il rampe invariablement vers elle, cherchant sa chaleur, son odeur. La première fois qu'il a posé ses minuscules pattes sur sa main, Marie a senti son cœur se gonfler d'une émotion si puissante qu'elle en a eu le souffle coupé. Thomas revient comme promis au 3e jour, apportant des provisions et vérifiant l'état de santé de la petite famille. Son visage s'illumine en constatant leur bonne santé.
C'est remarquable, dit-il en examinant Luna, qui se laisse faire avec une docilité surprenante. Je n'ai jamais vu un félin sauvage s'adapter aussi bien à la présence humaine. Tu as un don avec elle. Marie sourit, touchée par le compliment. Ce n'est pas un don, c'est une connexion, comme si nous nous comprenions au-delà des mots. Thomas hoche la tête, pensif. Tu sais, dans mon métier, on nous apprend à garder une distance professionnelle avec les animaux, à ne pas anthropomorphiser. Mais parfois, je me demande si on ne passe pas à côté de quelque chose d'essentiel en faisant ça. Ils observent ensemble les chatons qui tètent vigoureusement. La petite femelle, que Marie a baptisée Étoile à cause de la marque blanche en forme d'étoile sur son front, semble plus fragile que ses frères, mais se bat avec une détermination touchante pour sa place au sein maternel. « Comment va Sophia ?» demande Marie alors qu'ils partagent un café devant la cheminée. « Elle maintient ta couverture à l'hôpital. Apparemment, ta gastro s'est transformée en grippe carabinée. » Thomas sourit. Elle est aussi excitée qu'une enfant par toute cette aventure. Elle voudrait venir, mais on a pensé que moins il y aurait de personnes impliquées, mieux ce serait. Marie acquiesce, reconnaissante. Chaque jour qui passe la rend plus consciente de la situation délicate dans laquelle elle s'est mise. Garder un animal sauvage protégé, même temporairement et avec les meilleures intentions, pourrait lui coûter son emploi, voire plus. Mais ces considérations semblent lointaines, presque irréelles, dans le cocon qu'est devenu le chalet. Ici, entouré par la forêt silencieuse, avec pour seule compagnie Luna et ses petits, Marie a l'impression d'avoir trouvé une paix qu'elle croyait à jamais perdue. Le 5e jour apporte un défi inattendu. Marie se réveille au milieu de la nuit, tirée du sommeil par un pressentiment inexplicable. Quelque chose ne va pas. Elle se précipite à la remise et trouve Luna agitée, tournant en rond autour de ses petits, le pelage hérissé. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmure Marie, inquiète. En s'approchant, elle comprend. Étoile gît immobile, sa respiration à peine perceptible. La petite femelle semble avoir cessé de téter et sa température corporelle a dangereusement baissé. Marie agit d'instinct, saisissant la minuscule créature et la pressant contre sa poitrine sous son pull pour lui transmettre sa chaleur. Luna observe sans intervenir, comme si elle comprenait la gravité de la situation et faisait confiance à l'humaine pour sauver son petit. « Accroche-toi, Étoile », souffle Marie, frottant doucement le corps du chaton à travers le tissu. « Tu es une battante, je le sais. » Pendant près d'1 heure, Marie reste ainsi, réchauffant patiemment le chaton, lui massant délicatement le ventre pour stimuler sa digestion. Progressivement, Étoile reprend des forces, son petit corps se réchauffant, sa respiration devenant plus régulière. Quand elle émet finalement un faible miaulement, Marie sent des larmes de soulagement couler sur ses joues. « Tu vois ?» dit-elle à Luna qui s'est approchée. « Ta fille est aussi déterminée que toi. » Elle remet doucement Étoile auprès de sa mère, qui commence immédiatement à la lécher vigoureusement, stimulant encore davantage sa circulation. Marie reste à les observer jusqu'à ce que la petite femelle, revigorée, se mette à téter avec une énergie renouvelée. Cette nuit marque un tournant dans la relation entre Marie et Luna. Le lendemain matin, lorsque Marie entre dans la remise, la lynx fait quelque chose d'extraordinaire. Elle pousse délicatement Étoile vers elle, comme pour lui demander de vérifier son état. « Elle va bien », rassure Marie en examinant la petite. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Les jours suivants, Marie remarque un changement subtil dans le comportement de Luna. La lynx commence à s'aventurer plus régulièrement dans le chalet, explorant prudemment chaque pièce avant de retourner auprès de ses petits. Elle suit Marie dans ses tâches quotidiennes, observant avec une curiosité tranquille cette humaine qui partage maintenant son existence. 1 semaine après leur arrivée au chalet, Marie est réveillée par un poids sur son lit.
Ouvrant les yeux dans la pénombre, elle découvre Luna assise près d'elle, ses yeux dorés brillant dans l'obscurité. La lynx ne fait aucun mouvement agressif, se contentant de la regarder avec ce qui ressemble presque à de l'affection. « Tu t'inquiètes pour tes petits ?» murmure Marie, comprenant que c'est la première fois que Luna s'éloigne volontairement d'eux pendant plus de quelques minutes. Comme en réponse, Luna s'allonge au pied du lit, sa présence chaude et réconfortante dans la fraîcheur de la nuit. Marie sourit dans l'obscurité, touchée par cette marque de confiance. Le 10e jour, Thomas revient pour une visite de contrôle, accompagné cette fois de Sophia qui n'a pas pu résister à l'envie de voir les chatons. Son émerveillement devant la petite famille et la relation particulière qui s'est développée entre Marie et Luna fait écho à celui que Marie ressent chaque jour. « C'est incroyable », souffle Sophia en observant Luna qui permet à Marie de manipuler ses petits pour les montrer. On dirait qu'elle te considère comme, je ne sais pas, une sœur, une commère. Marie n'a pas de réponse à cette question. Elle sait seulement que quelque chose de profond et d'inexplicable s'est tissé entre elle et cette créature sauvage, un lien qui transcende les barrières des espèces. Thomas, après avoir examiné minutieusement les chatons, annonce avec satisfaction « Ils sont en parfaite santé, même la petite étoile. Luna est une excellente mère, et toi ?» Il hésite, cherchant ses mots. « Toi, tu es une marraine exceptionnelle. » Ce mot, marraine, résonne étrangement en Marie. Il lui rappelle qu'elle n'est pas vraiment la mère de ces petits êtres, qu'un jour, bientôt, elle devra les laisser retourner à la vie sauvage. Cette pensée lui serre le cœur, mais elle sait que c'est la seule issue possible, la seule qui soit juste. Après le départ de Thomas et Sophia, Marie s'assoit sur le perron du chalet, contemplant la forêt qui s'étend à perte de vue. Luna vient s'installer près d'elle, leur fourrure se frôlant dans la lumière dorée du crépuscule. « On a encore du temps devant nous », murmure Marie, autant pour se rassurer elle-même que pour parler à la lynx. Et chaque jour est un cadeau. Dans le ciel, les premières étoiles apparaissent, brillantes et lointaines. Marie pense à tout ce qui s'est passé en à peine 10 jours, à la façon dont sa vie a basculé dans l'extraordinaire depuis qu'une lynx désespérée est venue gratter à la porte de la maternité. Elle pense à la douleur qui habite toujours son cœur, mais qui, pour la première fois depuis 5 ans, semble s'être adoucie, comme apaisée par la présence de ces nouvelles vies dont elle prend soin. À l'intérieur du chalet, les chatons s'agitent, réclamant l'attention de leur mère. Luna se lève gracieusement et rentre suivie par Marie. Ensemble, dans la douce lumière du soir, elles retournent vers leur famille improbable, vers ce miracle quotidien qui les unit au-delà des mots, au-delà de la raison, dans une communion silencieuse que seul le cœur peut comprendre. 3 semaines se sont écoulées depuis cette nuit extraordinaire à la maternité. L'hiver commence doucement à relâcher son emprise sur la forêt jurassienne et les premiers signes du printemps se manifestent timidement. Quelques bourgeons audacieux, le chant plus affirmé des oiseaux, la neige qui fond progressivement, révélant par endroits la terre sombre et humide. Dans le chalet, la vie s'organise autour des chatons qui grandissent à une vitesse stupéfiante. Leurs yeux, désormais complètement ouverts, ont pris cette teinte dorée caractéristique des lynx. Leur pelage s'épaissit, révélant plus clairement les motifs tachetés qui les camouflent si parfaitement dans la forêt. Et surtout, ils commencent à se déplacer, d'abord en rampant maladroitement, puis en se dressant sur leurs pattes encore instables. Ce matin-là, Marie observe avec émerveillement Lazare qui tente ses premiers pas véritables. Le chaton vacille, tombe, se relève avec une détermination touchante. Luna, allongée à quelques mètres, surveille ses petits avec une vigilance tranquille, intervenant seulement lorsque l'un d'eux s'aventure trop loin du nid. « Regarde-toi » murmure Marie à Lazare, qui progresse laborieusement vers elle. « Tu es un vrai petit aventurier. »
Le chaton atteint enfin ses pieds et s'agrippe à son Jian, levant vers elle un regard qui semble déborder de fierté. Marie le soulève délicatement, toujours étonnée que Luna lui permette cette familiarité avec ses petits. Dans ses mains, le corps chaud et vibrant de vie de Lazare lui rappelle à quel point l'existence est fragile et précieuse. Les deux autres mâles, que Marie a nommés Sylvain et Orage, en référence à la forêt et à la tempête qui a présidé à leur naissance, explorent eux aussi leur nouveau pouvoir de locomotion. Seule Étoile reste plus prudente, se contentant d'observer ses frères depuis le confort du nid. Sa fragilité initiale l'a rendue plus réservée, mais Marie sait qu'elle ne tardera pas à suivre l'exemple de ses frères. La sonnerie de son téléphone portable interrompt ce moment de contemplation. Marie hésite avant de répondre, craignant toujours que son secret ne soit découvert. Mais c'est simplement Thomas qui l'appelle pour sa visite hebdomadaire de contrôle. « Comment vont nos petits protégés ?» demande-t-il après les salutations d'usage. « Ils font leur premier pas », répond Marie, ne pouvant dissimuler l'excitation dans sa voix. « C'est fascinant de les voir évoluer jour après jour. »« C'est normal à leur âge », confirme Thomas. « Ils vont devenir de plus en plus mobiles et curieux. Il va falloir penser à sécuriser davantage leur espace. » Marie acquiesce, même si Thomas ne peut la voir. Elle a déjà commencé à lynx-proofer le chalet, bloquant l'accès aux endroits potentiellement dangereux pour des chatons explorateurs. « J'ai une autre nouvelle », continue Thomas, sa voix devenant plus sérieuse. Le service de protection de la faune a signalé la disparition d'une femelle lynx équipée d'un collier émetteur dans la région. Il pense qu'elle était gravide. Marie sent son cœur s'accélérer. « Tu crois que c'est Luna ?» « C'est possible. Si c'est le cas, il la recherche activement. Des agents patrouillent dans les forêts, y compris près de chez toi. » Cette information jette un froid. Jusqu'à présent, Marie a vécu dans une sorte de bulle, isolée du monde extérieur, protégée par le secret partagé avec Thomas et Sophia. L'idée que des agents puissent découvrir sa situation la ramène brutalement à la réalité. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demande-t-elle, la gorge serrée. « Pour l'instant, rien. Ils n'ont aucune raison de venir chez toi. Je voulais juste que tu sois au courant, que tu restes prudente. » Il hésite. « Marie, il faudra bientôt prendre une décision. Si Luna est bien cette lynx recherchée, elle a une importance pour les programmes de conservation. Et les petits, ils devront être préparés à la vie sauvage. » Après avoir raccroché, Marie reste immobile, perturbée par cette conversation. Bien sûr, elle a toujours su que Luna et ses petits devraient retourner à la nature. C'est leur place, leur destin. Mais confrontée à l'imminence de cette séparation, elle sent une douleur familière se réveiller en elle. Luna, comme percevant son trouble, s'approche et pose sa tête sur les genoux de Marie, dans ce geste devenu presque rituel entre elles. Marie enfouit ses doigts dans la fourrure épaisse du cou de la lynx, trouvant un réconfort dans ce contact. « Je sais que tu n'es pas à moi, » murmure-t-elle. « Tu n'appartiens à personne. Mais ces semaines avec toi et tes petits, elles m'ont ramené à la vie, d'une certaine façon. » Luna la fixe de ses yeux d'ambre, insondable, et pourtant si expressif. Marie a depuis longtemps cessé de se demander si la lynx comprend ses paroles. Elle sait qu'il existe entre elles une communication qui transcende le langage. L'après-midi, alors que les chatons se reposent après leurs explorations matinales, Marie décide de sortir marcher dans la forêt. Le besoin de mouvement, de grand air, est soudain irrépressible. Elle enfile sa veste, vérifie que Luna et les petits sont confortablement installés, et sort. L'air est vif mais plus doux que les semaines précédentes. La neige craque sous ses pas, révélant par endroits des taches de mousse verte et de terre humide. Marie suit un sentier qu'elle connaît bien, celui qui mène à un petit promontoire rocheux offrant une vue panoramique sur la vallée. Ce chemin, elle l'a parcouru des centaines de fois dans son enfance, puis avec Julien,
son mari disparut. C'était leur endroit préféré, là où ils avaient échangé leur premier baiser, là où il lui avait demandé sa main, là où ils avaient décidé de fonder une famille. Depuis l'accident, elle n'y est jamais retournée. Aujourd'hui pourtant, ses pas la mènent instinctivement vers ce lieu chargé de souvenirs. À mesure qu'elle grimpe, son souffle forme de petits nuages blancs dans l'air frais. Les battements de son cœur s'accélèrent, autant par l'effort physique que par l'appréhension. Arrivée au sommet, elle s'arrête, le souffle coupé. La vue est exactement telle qu'elle s'en souvenait, majestueuse, sauvage, immuable. La vallée s'étend à ses pieds, un patchwork de forêts sombres et de prairies enneigées. Au loin, les sommets des montagnes se découpent sur un ciel d'un bleu limpide. Marie s'assoit sur un rocher plat, celui-là même où Julien et elle s'installaient toujours. Les souvenirs affluent, mais pour la première fois, ils ne sont pas accompagnés de cette douleur déchirante qui la paralysait autrefois. Il y a de la mélancolie, bien sûr, une tristesse qui ne disparaîtra jamais complètement. Mais il y a aussi autre chose, une acceptation, une paix nouvelle. « Tu me manques toujours », dit-elle à voix haute, comme si Julien pouvait l'entendre quelque part. « Tu me manqueras toujours. » Mais je crois que je commence à réapprendre à vivre. Le vent souffle doucement, agitant ses cheveux. Dans ce murmure, Marie aime imaginer une réponse, un encouragement. Elle reste là longtemps, laissant la paix du lieu l'imprégner, sentant quelque chose se dénouer en elle, un nœud de chagrin qui commence enfin à se desserrer. Quand elle décide de rentrer, le soleil commence à décliner, projetant des ombres allongées sur la neige. En approchant du chalet, elle aperçoit une silhouette sur le perron et se fige. Pendant un instant terrible, elle pense aux agents de protection de la faune dont Thomas lui a parlé. Mais en s'approchant, elle reconnaît Sophia qui l'attend, un sac à la main. Le soulagement la submerge. « Sophia, tu m'as fait peur. » Son amie sourit, embarrassée. « Désolé d'arriver à l'improviste. Thomas m'a dit qu'il t'avait parlé des recherches. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de compagnie. » Marie est touchée par cette attention. Elle réalise qu'au-delà de l'aventure extraordinaire qu'elle vit avec Luna, cette expérience lui a aussi permis de nouer des liens plus profonds avec des personnes qu'elle maintenait autrefois à distance, par peur de souffrir à nouveau. « Tu tombes bien, » dit-elle en ouvrant la porte. Les chatons font leur premier pas. C'est un spectacle à ne pas manquer. À l'intérieur, une scène surprenante les attend. Luna, assise au milieu du salon, observe avec une patience toute maternelle ces 4 chatons qui explorent l'espace. Lazare, le plus audacieux, s'est hissé sur le canapé et observe les nouvelles venues avec curiosité. Sylvain et Orage jouent à se poursuivre maladroitement autour de la table basse. Et Étoile, la plus timide, s'est finalement aventurée hors du nid et avance précautionneusement sur le tapis. « Mon Dieu !» souffle Sophia émerveillée. « C'est encore plus incroyable que ce que Thomas m'avait décrit. » Marie observe la scène avec un mélange de fierté et de tendresse. Ces chatons qui font leurs premiers pas dans le monde, cette mère attentive qui veille sur eux, et elle-même qui redécouvre la joie de vivre à travers eux, tout cela forme un tableau qui lui semble presque miraculeux. « Oui », répond-elle simplement, « c'est un miracle quotidien. » Et alors qu'elle s'avance pour accueillir Sophia et lui présenter formellement chaque membre de cette famille improbable, Marie comprend qu'elle aussi est en train de faire ses premiers pas, non pas physiques, mais émotionnels. Des premiers pas vers une guérison qu'elle croyait impossible, vers une vie nouvelle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le temps passe différemment dans ce refuge isolé. Les jours s'écoulent, rythmés par les besoins des chatons et les lentes transformations de la nature environnante. 5 semaines se sont écoulées depuis la nuit miraculeuse à la maternité et le printemps s'installe progressivement dans les montagnes du Jura. Les chatons ne sont plus les créatures fragiles et aveugles que Marie a aidé à mettre au monde.
Ils sont devenus de véritables petites boules de fourrure et d'énergie, explorant le chalet avec une curiosité insatiable. Leurs jeux deviennent plus élaborés, mêlant course-poursuite effrénée et embuscade maladroite. Marie les observe pendant des heures, fascinée par cette métamorphose qui semble s'opérer sous ses yeux à une vitesse vertigineuse. Luna, quant à elle, commence à s'absenter pour de courtes périodes. La première fois qu'elle a disparu, Marie a paniqué, craignant que la lynx ait décidé de retourner définitivement à la vie sauvage, abandonnant ses petits encore trop jeunes pour survivre seuls. Mais Luna est revenue 2 heures plus tard, le museau maculé de sang, rapportant un lièvre qu'elle a déposé près de la remise. Marie a compris. La mère recommençait à chasser, suivant son instinct naturel. Ce matin-là, Marie est réveillée par un rayon de soleil qui filtre à travers les rideaux. Le printemps a définitivement chassé l'hiver, et la forêt s'éveille dans une explosion de vert tendre et de fleurs sauvages. En descendant à la cuisine, elle trouve Lazare perché sur le rebord de la fenêtre, observant avec fascination le monde extérieur. Le chaton a développé une indépendance précoce, s'aventurant toujours plus loin de sa mère et de ses frères et sœurs. « Bonjour, petit explorateur », murmure Marie en caressant doucement sa tête. Lazare répond par un ronronnement qui ressemble davantage à un grondement léger, rappelant à Marie sa nature sauvage. Car malgré la complicité qui s'est établie entre eux, ces animaux ne sont pas des chats domestiques. Ce sont des prédateurs nés, destinés à la vie sauvage, un fait que Marie s'efforce de ne jamais oublier, même si son cœur voudrait parfois lui faire croire le contraire. Thomas lui a rappelé lors de sa dernière visite. Plus ils grandissent, plus il est important de limiter les interactions humaines. Ils doivent conserver leur méfiance naturelle envers les hommes pour survivre dans la nature. Marie a acquiescé, même si chaque jour rend cette distanciation plus difficile. Comment rester détaché quand Étoile vient se blottir contre elle pendant sa sieste, quand Orage l'accueille avec des petits cris excités, quand Sylvain apporte fièrement ses trophées, généralement une chaussette volée ou une plume trouvée dans un coin? En préparant son café, Marie aperçoit Luna qui revient de sa chasse matinale. La lynx s'arrête à la lisière de la forêt, ses oreilles pointues tournées vers un point que Marie ne peut voir depuis la fenêtre. Quelque chose dans l'attitude de l'animal l'alerte. Luna semble tendue, aux aguets, prête à bondir ou à fuir. Marie sort sur le perron, cherchant à comprendre ce qui trouble ainsi la lynx. C'est alors qu'elle l'entend. Le bruit d'un moteur qui approche. Son cœur s'accélère. Personne ne vient jamais ici, à l'exception de Thomas et parfois Sophia. Et ils préviennent toujours avant. Luna disparaît soudain dans les sous-bois, silencieuse comme une ombre. Marie rentre précipitamment, rassemble les chatons qui jouent dans le salon et les emmène dans la remise, fermant soigneusement la porte derrière elle. À peine a-t-elle terminé qu'un véhicule s'arrête devant le chalet. Par la fenêtre de la cuisine, elle aperçoit un 4x4 vert portant le logo de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Un homme en uniforme en descend, tenant à la main ce qui ressemble à un appareil de détection. Marie sent son sang se glacer dans ses veines. S'il s'agit bien de Luna qu'il recherche, et si elle porte effectivement un collier émetteur, l'appareil pourrait la détecter même cachée dans la remise. L'homme s'approche du chalet, examinant les alentours avec attention. Marie prend une profonde inspiration et sort à sa rencontre, s'efforçant d'adopter une attitude détendue. « Bonjour », lance-t-elle avec un sourire qu'elle espère naturel. « Je peux vous aider ?» L'agent, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par les éléments, semble légèrement surpris de trouver quelqu'un dans ce chalet isolé. « Bonjour Madame Pierre Moreau, Office national de la chasse et de la faune sauvage. » Il montre sa carte professionnelle. «
Nous recherchons une femelle lynx qui a disparu de notre programme de suivi il y a environ 6 semaines. Son collier émetteur nous a menés dans cette zone. Marie sent son cœur battre si fort qu'elle craint que l'homme ne l'entende. Un lynx, ici? Le signal est faible, mais présent, confirme l'agent en montrant son appareil. La dernière fois que nous l'avons localisée avec certitude, elle était enceinte. Sa disparition est préoccupante pour notre programme de conservation. Marie tente de maintenir son calme. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Je suis ici depuis quelques semaines pour me ressourcer. Je fais beaucoup de randonnées, mais je n'ai jamais croisé de lynx. L'agent l'observe attentivement et Marie a l'impression qu'il peut lire la vérité sur son visage. Puis son regard se pose sur quelque chose derrière elle et son expression change. Qu'est-ce que c'est que ça? Marie se retourne et son cœur manque un battement. Sur le perron partiellement visible se trouve une petite empreinte de pattes dans la boue. L'empreinte d'un félin, trop grande pour être celle d'un chat domestique, trop petite pour être celle d'un lynx adulte. L'empreinte d'un des chatons qui a dû s'aventurer dehors plus tôt dans la journée. « Oh, ça !» dit Marie en s'efforçant de paraître désinvolte. « Ce doit être Minou, le chat de mon voisin. Il vient souvent rôder par ici. »« Vous avez des voisins ?» Je croyais que ce chalet était isolé. « À 3 kilomètres, improvise Marie. Mais son chat est un grand voyageur. » L'agent semble sceptique mais n'insiste pas. Il consulte à nouveau son appareil de détection qui émet un bip régulier. Le signal semble provenir de cette direction. Il pointe vers la forêt, heureusement dans la direction opposée à la remise. Je vais continuer mes recherches par là. Si jamais vous apercevez quelque chose, voici ma carte. Marie prend la carte avec un sourire crispé, soulagée que l'homme s'éloigne. Mais alors qu'il retourne vers son véhicule, un bruit ténu mais distinct s'élève de la remise, le miaulement d'un des chatons. L'agent s'arrête net. Qu'est-ce que c'était? Mon portable, ment Marie, sortant précipitamment son téléphone de sa poche. C'est la sonnerie que j'ai choisie. Excusez-moi, je dois répondre. Elle fait mine de décrocher et s'éloigne de quelques pas, le cœur battant à tout rompre. Quand elle se retourne, l'agent la regarde toujours, manifestement suspicieux. Puis, après ce qui semble une éternité, il hoche la tête et remonte dans son 4x4. Marie reste immobile jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au bout du chemin forestier. Alors seulement, ses jambes cèdent sous elle et elle s'effondre sur le perron, tremblante. « C'était trop juste », murmure-t-elle en passant une main sur son visage. Quand elle se relève enfin, elle aperçoit Luna qui émerge silencieusement des sous-bois. La lynx s'approche d'elle avec précaution, tous ses sens en alerte. Elle a visiblement perçu le danger et s'est tenue à l'écart, protégeant ainsi ses petits. « Tu es plus intelligente que nous tous », dit doucement Marie en s'agenouillant pour se mettre au niveau de la lynx. Luna la fixe de son regard d'ambre, insondable et pourtant si expressif. Puis, dans un geste qui bouleverse Marie, elle s'approche et frotte sa tête contre sa joue, un signe d'affection rarement observé chez les félins sauvages. Ce bref contact est comme une décharge électrique pour Marie. Dans cette simple caresse, elle sent tout ce qui les unit, la confiance, la reconnaissance et peut-être même une forme d'amour qui transcende les barrières entre espèces. Mais ce moment de connexion profonde est aussi celui où Marie comprend pleinement ce qu'elle doit faire. La visite de l'agent n'est qu'un avant-goût des dangers qui menacent Luna et ses petits tant qu'ils resteront près des hommes. Pour leur bien, pour leur survie, elle doit les préparer à retourner dans leur monde, celui de la forêt profonde, des chasses silencieuses, de la liberté sauvage. « Il est temps de commencer », murmure-t-elle à Luna qui l'observe comme si elle comprenait chacun de ses mots. « Il est temps de vous apprendre à vivre sans moi.
Dans les yeux de la lynx, Marie croit lire une compréhension qui dépasse la simple intelligence animale, comme si Luna aussi savait que leur temps ensemble était compté, que leur histoire commune avait une fin inévitable. Ensemble, elles retournent vers la remise où les chatons les attendent, ignorant du danger qui vient de les frôler. Leur innocence, leur joie de vivre simple et pure touche Marie au plus profond d'elle-même. Dans ces petits êtres confiants qui grandissent sous ses yeux, elle voit la promesse d'un avenir qu'elle devra contempler de loin, mais dont elle aura été, pour un temps béni, le témoin privilégié. Les jours qui suivent la visite de l'agent sont marqués par un changement subtil mais profond dans l'attitude de Marie. Chaque geste, chaque décision est désormais guidée par une vérité qu'elle ne peut plus ignorer. Luna et ses petits ne lui appartiennent pas, ne peuvent pas rester avec elle. Sa mission n'est plus de les protéger du monde, mais de les préparer à y retourner. Thomas, informé de l'incident avec l'agent, lui apporte son soutien et son expertise. Une semaine après, il arrive au chalet avec une caisse remplie de matériel et un plan précis. Si nous voulons qu'ils survivent dans la nature, il faut qu'ils apprennent à chasser, explique-t-il en déballant divers objets. Luna leur enseignera l'essentiel, mais nous pouvons l'aider. Marie observe avec curiosité le contenu de la caisse, des jouets qui imitent le mouvement de petits animaux, des enregistrements de cris de proie, des leurres odorants. Ce qui ressemble à un jeu pour les chatons est en réalité un entraînement vital pour leur survie future. Et pour Luna, j'ai apporté ceci, continue Thomas en sortant une petite boîte métallique. C'est un outil pour retirer son collier émetteur. Si c'est bien elle qu'il recherche, le retirer lui donnera une meilleure chance de passer inaperçu. Marie prend la boîte, hésitante. Tu crois qu'elle me laissera faire ? Elle te fait confiance comme je n'ai jamais vu un animal sauvage faire confiance à un humain. Si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Ce soir-là, alors que les chatons dorment, Marie s'approche doucement de Luna, qui se repose près de la cheminée. Avec des gestes lents et des murmures apaisants, elle examine son cou, cherchant le fameux collier. Il est là, presque invisible sous l'épaisse fourrure, un mince bracelet de cuir souple auquel est fixé un petit boîtier électronique. « Je vais t'aider », chuchote Marie, sortant l'outil spécial que Thomas lui a donné. Luna reste parfaitement immobile, ses yeux fixés sur Marie avec cette confiance qui ne cesse de l'émouvoir. En quelques minutes, le collier est retiré. Marie le tient dans sa main, ce petit objet qui aurait pu trahir leur secret. « Voilà, » dit-elle doucement. « Tu es libre maintenant. » Le lendemain marque le début de leur nouvelle routine. Suivant les conseils de Thomas, Marie commence à réduire progressivement les contacts directs avec les chatons. C'est la partie la plus difficile de son plan. Chaque fois qu'Étoile vient se frotter contre ses jambes, chaque fois que Lazare la fixe de ce regard interrogateur qui semble demander pourquoi elle ne joue plus avec lui, son cœur se serre. C'est pour leur bien, se répète-t-elle comme un mantra quand la tentation de céder devient trop forte. Les jeux d'entraînement à la chasse, en revanche, sont une joie à observer. Luna, comprenant instinctivement leur but, participe activement, montrant à ses petits comment traquer, se tapir, bondir. Les chatons, désormais âgés de 7 semaines, révèlent des aptitudes impressionnantes. Lazare excelle dans les embuscades, capable d'une immobilité parfaite avant de bondir avec une précision étonnante. Orage et Sylvain se spécialisent dans la poursuite, coordonnant leurs mouvements comme s'ils communiquaient par télépathie. Étoile, plus discrète, développe une patience remarquable, attendant le moment parfait pour frapper. Marie les observe depuis la fenêtre du chalet, maintenant une distance qui lui coûte mais qu'elle sait nécessaire. Luna, elle, continue de partager son temps entre ses petits et Marie, comme un pont entre deux mondes qui ne peuvent pleinement se rejoindre. 3 semaines après la visite de l'agent,
Marie remarque un nouveau changement. Luna commence à emmener ses petits à l'orée de la forêt pour de courtes excursions. D'abord hésitants, les chatons deviennent rapidement plus audacieux, s'aventurant toujours plus loin sous la supervision vigilante de leur mère. Un matin, Marie se réveille pour découvrir que Luna et ses petits ne sont pas dans la remise. Un instant de panique la saisit avant qu'elle ne les aperçoive à la lisière du bois, Luna enseignant à ses chatons comment grimper aux arbres. Le spectacle est à la fois magnifique et déchirant. Ils s'éloignent d'elle un peu plus chaque jour, retournant progressivement à leur monde sauvage. Ce soir-là, alors qu'elle prépare son dîner dans la cuisine silencieuse, la solitude la frappe avec une intensité inattendue. Les chatons ont passé presque toute la journée dans la forêt, rentrant seulement au crépuscule, fatigués et sales de leurs aventures. Même Luna semble plus distante, comme si elle aussi se préparait à la séparation inévitable. Marie s'assoit à table, son assiette à peine touchée, et laisse enfin couler les larmes qu'elle retient depuis des semaines. Elle pleure pour ces êtres qu'elle aime et qu'elle devra laisser partir, pour cette connexion extraordinaire qui touche à sa fin. Mais elle pleure aussi pour autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas pleinement réalisé jusqu'à présent. À travers Luna et ses petits, elle a commencé à guérir de sa propre blessure. La perte de Julien et de leur enfant à naître restera toujours une cicatrice sur son âme. Mais ces semaines passées à prendre soin de Luna et de ses chatons lui ont rappelé que la vie continue, que l'amour peut prendre des formes inattendues, que la joie peut renaître même des cendres du chagrin le plus profond. Un bruit léger interrompt ses pensées. Luna se tient dans l'encadrement de la porte, observant Marie avec ce regard qui semble voir jusqu'au fond de son âme. Lentement, la lynx s'approche et, dans un geste devenu familier, pose sa tête sur les genoux de Marie. « Tu sais, n'est-ce pas ?» murmure Marie en caressant la fourrure tachetée. « Tu sais que je dois vous laisser partir, même si ça me brise le cœur. » Luna cligne lentement des yeux, ce que Marie a appris à interpréter comme un signe d'affection chez les félins. Puis, aussi silencieusement qu'elle est venue, la lynx repart vers la remise où ses petits l'attendent. Le lendemain, Thomas revient pour évaluer les progrès des chatons. Il est accompagné d'une spécialiste des félins sauvages, Élise, une femme d'une quarantaine d'années au regard vif et aux gestes précis. Ils se développent parfaitement, confirme-t-elle, après les avoir observés de loin pendant plusieurs heures. Leurs instincts de chasse sont excellents et Luna est une mère exemplaire. Je pense qu'ils seront prêts pour la réintroduction d'ici 2 à 3 semaines. Ces mots, bien qu'attendus, frappent Marie comme un coup physique. 2 à 3 semaines, si peu de temps pour se préparer à dire adieu. « Comment ça se passera ?» demande-t-elle, la gorge serrée. Élise explique le processus avec douceur, consciente de l'attachement de Marie. Il s'agira d'une réintroduction douce, dans une zone reculée du massif jurassien où Luna pourra établir son territoire sans conflit immédiat avec d'autres lynx. Des caméras discrètes permettront un suivi à distance, sans intervention humaine. C'est la meilleure chance qu'on puisse leur donner, conclut-elle. Une vie libre, comme la nature l'a prévu. Marie acquiesce, sachant au fond d'elle-même que c'est la seule issue possible, la seule qui soit juste. Pourtant, quand Thomas et Élise repartent, lui laissant une date précise pour la réintroduction, elle sent une partie d'elle-même se briser à l'idée de cette séparation imminente. Ce soir-là, incapable de trouver le sommeil, Marie sort sur le perron du chalet. Le ciel est d'une clarté cristalline parsemée d'étoiles qui semblent à portée de main. La lune presque pleine baigne la clairière d'une lumière argentée, qui donne au paysage un aspect irréel, presque magique. Un mouvement attire son attention. Luna sort de la remise et s'approche d'elle, suivie de ses 4 chatons qui ont bien grandi. Pour la première fois depuis des jours, ils semblent chercher sa présence, s'approchant d'elle sans hésitation. Marie s'agenouille, les accueillant dans ce cercle de lumière lunaire.
Lazare, toujours le plus audacieux, grimpe sur ses genoux avec cette confiance qui lui est propre. Étoile se blottit contre sa jambe, Orage et Sylvain jouent à ses pieds. Et Luna, majestueuse dans la lumière de la lune, observe cette scène avec ce qui ressemble à une approbation silencieuse. C'est un cadeau, comprend Marie. Un dernier moment de proximité avant la séparation. Un souvenir à chérir quand ils seront partis. Merci, murmure-t-elle à Luna dont les yeux semblent refléter toute la sagesse du monde sauvage. Merci pour tout ce que tu m'as appris, pour tout ce que tu m'as donné. Sous le ciel étoilé, entourée par cette famille improbable qui a transformé sa vie, Marie trouve enfin une forme de paix. La séparation sera douloureuse, mais elle comprend maintenant que ce n'est pas une fin. C'est une transformation, un passage. Ces êtres qu'elle a aidés à venir au monde, qu'elle a protégés et aimés, continueront à vivre, libres et sauvages comme ils doivent l'être. Et elle aussi continuera à vivre, portant en elle le souvenir de ces semaines miraculeuses où le destin a tissé son fil de la manière la plus inattendue, réunissant une femme au cœur brisé et une lynx en détresse pour qu'ensemble, elles apprennent à guérir, à aimer et finalement à laisser partir. Les derniers jours au chalet s'écoulent avec une intensité particulière, comme si le temps lui-même ralentissait pour offrir à Marie quelques précieux moments supplémentaires avec Luna et ses petits. Chaque instant devient un souvenir à chérir, chaque interaction un trésor à conserver précieusement dans son cœur. Le plan de réintroduction est maintenant finalisé. Thomas et Élise ont sélectionné un site idéal dans une zone reculée du Haut-Jura, un territoire riche en gibier et dépourvu de présence humaine permanente. Les autorités de protection de la faune ont été discrètement informées qu'une femelle lynx et ses petits, recueillis et soignés suite à des complications lors de la mise basse, seraient relâchés. Une demi-vérité qui protège Marie, tout en assurant que Luna et sa famille bénéficieront d'une certaine protection légale. La veille du grand jour, Marie parcourt le chalet, rassemblant les objets qui témoignent de ces semaines extraordinaires. Le carnet où elle a consigné chaque progrès des chatons, quelques photographies prises avec son téléphone, les jouets abandonnés qui ont servi à leur apprentissage de la chasse. Chaque objet raconte une histoire, évoque un souvenir qui fait à la fois sourire et pleurer. Luna, comme si elle percevait l'importance de ce moment, reste proche d'elle toute la journée, la suivant de pièce en pièce, avec une attention qui semble presque soucieuse. Les chatons, désormais âgés de presque 2 mois, sont devenus de véritables petits prédateurs, leurs corps agiles et musclés, n'ayant plus grand-chose à voir avec les créatures fragiles que Marie a aidé à mettre au monde. Pourtant, ils gardent chacun cette personnalité distincte qui les rend uniques à ses yeux. Lazare, toujours le plus aventureux, passe maintenant la majeure partie de ses journées à explorer la forêt, ne revenant qu'à la nuit tombée, comme pour s'entraîner à son indépendance future. Étoile, autrefois si fragile, a développé une grâce particulière, se déplaçant avec une légèreté silencieuse qui fait d'elle une chasseresse redoutable. Orage et Sylvain continuent de former un duo inséparable, leur jeu devenant de plus en plus élaboré, de plus en plus proche des comportements de chasse réels. Ce soir-là, alors que le soleil décline, Marie s'assoit sur le perron, contemplant la forêt qui s'apprête à accueillir ses protégés. Luna vient s'installer près d'elle, cette présence chaude et vivante qui est devenue si familière, si essentielle. Sans vraiment y penser, Marie commence à parler, sa voix douce se mêlant au bruit du soir. « Tu sais, quand tu es venu gratter à cette porte, ce soir d'hiver, j'étais perdu. J'existais, je respirais, je travaillais, mais je ne vivais plus vraiment. Pas depuis l'accident.
Elle caresse doucement la tête de la lynx qui l'observe de ses yeux attentifs. Tu m'as rappelé ce que signifie être vraiment vivante. Prendre soin de toi et de tes petits, ça m'a guéri d'une façon que je ne croyais plus possible. Luna cligne lentement des yeux, ce geste que Marie a appris à reconnaître comme une marque d'affection féline. Un lien silencieux mais profond les unit, transcendant les barrières entre leurs espèces. Demain, tu retourneras là où tu dois être. C'est juste, c'est nécessaire. Mais tu emporteras une partie de moi avec toi, comme je garderai toujours une partie de toi en moi. La nuit qui suit est étrangement paisible. Marie, qui craignait de ne pas trouver le sommeil, s'endort profondément, bercée par le ronronnement de Luna qui s'est installée au pied de son lit. Pour la dernière fois, l'aube les trouve prêtes. Thomas et Élise arrivent tôt, accompagnés d'un troisième véhicule conduit par un garde forestier qui connaît parfaitement la zone de réintroduction. Ils ont apporté des cages de transport spéciales conçues pour minimiser le stress des animaux. « Comment ça va se passer ?» demande Marie, observant les préparatifs avec un mélange d'appréhension et de résignation. « On va d'abord les sédater légèrement, » explique Élise, en préparant les seringues. « Juste assez pour qu'ils restent calmes pendant le transport. Le trajet dure environ 2 heures. Une fois sur place, on les installera dans un enclos temporaire, le temps qu'ils se réveillent complètement. Puis on ouvrira les portes et ils seront libres. » Marie hoche la tête, la gorge nouée. Le moment est venu, celui qu'elle redoute depuis des semaines, mais qu'elle sait inévitable. Avec des gestes doux et rassurants, elle aide Thomas et Élise à administrer le sédatif au chaton puis à Luna. Les regarder s'endormir paisiblement, inconscients du grand changement qui les attend, lui serre le cœur. Une fois les 5 félins installés dans leurs cages respectives, soigneusement alignés à l'arrière du véhicule d'Élise, Thomas se tourne vers Marie. « Tu viens avec nous ?» La question la prend au dépourvu. Elle n'avait pas osé demander, pensant que sa présence ne serait pas souhaitée dans ce processus officiel. « Je peux. »« Bien sûr, » répond doucement Élise. « Sans toi, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Tu as le droit de les voir retourner à la liberté. » Le trajet vers le site de réintroduction se déroule dans un silence contemplatif. Marie, assise à l'arrière du véhicule d'Élise, jette régulièrement des coups d'œil aux cages où Luna et ses petits dorment paisiblement. Le paysage défile, de plus en plus sauvage, de plus en plus isolé. Ils quittent les routes goudronnées pour des pistes forestières, puis ces pistes pour des chemins à peine visibles qui serpentent entre les arbres centenaires. Finalement, ils s'arrêtent dans une clairière dissimulée au cœur de la forêt. L'endroit est d'une beauté saisissante, entouré d'épicéas majestueux, traversé par un ruisseau cristallin offrant à la fois abri et point d'eau, zone de chasse et cachette. « C'est parfait », murmure Marie, comprenant immédiatement pourquoi ce lieu a été choisi. L'enclos temporaire est rapidement monté, une structure légère mais solide qui permettra aux félins de s'acclimater en douceur à leur nouvel environnement avant d'être complètement libérés. Les cages sont soigneusement transportées à l'intérieur, puis ouvertes une à une. Luna et ses petits, encore sous l'effet du sédatif, sont installés confortablement sur un tapis de feuilles et de mousse. Maintenant, on attend, explique Élise. Il faut qu'ils se réveillent naturellement, qu'ils explorent l'enclos à leur rythme. On ouvrira les portes au crépuscule. Les heures qui suivent sont parmi les plus intenses que Marie ait jamais vécues. Assise à distance respectueuse de l'enclos, elle observe Luna et ses petits reprendre conscience progressivement, explorer avec curiosité leur nouvel environnement. Les chatons, d'abord hésitants, retrouvent rapidement leur énergie habituelle, courant, grimpant, jouant sous le regard attentif de leur mère. Luna, elle, semble comprendre immédiatement la situation. Elle arpente méthodiquement les limites de l'enclos, flairant l'air,
écoutant les bruits de la forêt. Plusieurs fois, son regard croise celui de Marie, et dans ces moments, l'infirmière a l'impression que la lynx lui communique quelque chose d'indicible, une reconnaissance qui transcende les mots. Le soleil commence à décliner, baignant la forêt d'une lumière dorée qui filtre à travers les branches. Le moment approche. Élise et Thomas se tournent vers Marie. « Tu veux être celle qui ouvrira la porte ?» demande doucement Élise. Marie acquiesce, incapable de parler tant l'émotion lui serre la gorge. Elle s'approche lentement de l'enclos, consciente que chaque pas la rapproche de cet adieu inévitable. Luna la suit du regard, parfaitement immobile, comme si elle aussi savait l'importance de ce moment. Arrivée à la porte de l'enclos, Marie s'agenouille, se mettant au niveau de la lynx. Leurs regards se croisent une dernière fois, et dans les yeux d'ambre de Luna, Marie croit lire toutes les émotions qu'elle-même ressent. Gratitude, affection, tristesse de la séparation, mais aussi acceptation et, peut-être, joie face à la liberté retrouvée. « Merci » murmure Marie, les larmes coulant librement sur ses joues. « Merci pour tout. » D'un geste lent, elle ouvre la porte de l'enclos. Le passage vers la liberté est dégagé, mais pendant un long moment, aucun des félins ne bouge. Luna reste immobile, son regard fixé sur Marie, comme si elle gravait son image dans sa mémoire. Puis, avec cette grâce infinie qui lui est propre, la lynx s'avance vers la sortie. Sur le seuil, elle s'arrête brièvement, se retourne une dernière fois vers Marie, et dans ce dernier regard, l'infirmière sent passer toute la connexion extraordinaire qu'elles ont partagée. Ce lien qui a défié la nature, transcendé les différences, guéri deux âmes blessées. Luna disparaît ensuite dans la forêt, suivie de près par Orage et Sylvain. Étoile hésite un instant, puis s'élance à son tour. Seul Lazare reste, regardant alternativement Marie et la forêt où sa famille s'est engagée. « Va » murmure Marie à travers ses larmes. « Va vivre ta vie, mon brave petit. » Comme s'il comprenait ses paroles, le jeune lynx fait un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à frôler brièvement sa main dans un dernier contact. Puis, dans un mouvement fluide, il bondit et disparaît dans les ombres grandissantes du sous-bois. Marie reste là, immobile, les larmes ruisselant sur son visage. Thomas s'approche doucement, pose une main réconfortante sur son épaule. « Ils reviendront peut-être, dit-il, pas pour rester, mais pour te voir, de loin. Les lynx n'oublient pas. » Elle hoche la tête, reconnaissante pour ses paroles de réconfort, même si elle sait que la nature reprendra ses droits, que Luna et ses petits redeviendront pleinement sauvages, comme ils doivent l'être. Alors que le crépuscule enveloppe la forêt, Marie se relève lentement. Une partie de son cœur s'en est allée avec cette famille improbable, mais elle emporte avec elle quelque chose d'infiniment précieux. La certitude que même dans les moments les plus sombres, la vie peut nous surprendre avec des miracles inattendus, et que parfois guérir quelqu'un d'autre nous permet de nous guérir nous-mêmes. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour d'adieu dans la forêt jurassienne. L'été a cédé sa place à l'automne, puis l'hiver est revenu, enveloppant les montagnes de son manteau blanc. Le chalet est désormais vide, mais Marie y revient régulièrement, comme attirée par une force invisible, par les souvenirs qui habitent chaque recoin de cet espace devenu sacré. Sa vie a repris son cours, différente pourtant. Elle est revenue à l'hôpital, à son poste d'infirmière en maternité. Ses collègues ont remarqué le changement en elle, cette sérénité nouvelle qui émane de sa personne, cette lumière qui a remplacé l'ombre dans son regard. Seule Sophia connaît la vérité, ce secret précieux qu'elle partage avec Thomas, cette histoire trop extraordinaire pour être racontée. Marie s'occupe des mères et des nouveau-nés avec une empathie renouvelée, une compréhension plus profonde du miracle de la vie. Parfois, quand elle aide une jeune mère en difficulté, quand elle place un nouveau-né contre le sein maternel, des images de Luna et ses petits lui reviennent,
provoquant un sourire secret que personne ne peut vraiment comprendre. Ce jour-là, en sortant de l'hôpital après son service, Marie décide spontanément de retourner au chalet. La neige a commencé à tomber, rappelant étrangement cette nuit de tempête où tout a commencé. Son 4x4, acheté spécialement pour ses excursions régulières, grimpe sans difficulté le chemin forestier. Le chalet l'accueille, silencieux mais pas hostile. Marie a fait la paix avec les fantômes qui y habitaient. Désormais, ce lieu n'évoque plus seulement la douleur de la perte, mais aussi la beauté de la renaissance. Elle allume un feu dans la cheminée, prépare un thé et s'installe dans le vieux fauteuil face à la fenêtre qui donne sur la forêt. Son téléphone vibre. Un message de Thomas. Des nouvelles. Les caméras ont capté Luna et 3 de ses petits hier. Ils ont l'air en pleine forme. Leur territoire s'étend sur près de 150 hectares maintenant. Je t'envoie les images. Marie ouvre les photos avec des mains tremblantes d'émotion. Luna, majestueuse dans son pelage d'hiver plus épais, plus gris, se tient sur un rocher, scrutant son domaine. Derrière elle, on distingue 3 silhouettes plus petites, mais déjà impressionnantes. Presque certainement Orage, Sylvain et Étoile, devenus de jeunes adultes. Leur ressemblance avec leur mère est frappante, mais chacun porte déjà les marques de sa personnalité distincte. Et Lazare, tape-t-elle en réponse, le cœur serré. La réponse de Thomas arrive rapidement. Élise pense qu'il a commencé à établir son propre territoire, comme le font les jeunes mâles. Il a été aperçu plus au nord, près de la frontière suisse. C'est un bon signe, Marie. C'est la preuve qu'il s'adapte parfaitement. Marie sourit à travers ses larmes. Bien sûr que Lazare serait le premier à chercher son indépendance, à repousser les frontières. N'a-t-il pas toujours été le plus aventureux, le plus curieux? Savoir qu'ils sont tous en vie, qu'ils prospèrent dans leur environnement naturel, lui apporte une joie indicible. Elle remercie Thomas et pose son téléphone, son regard se perdant dans les flammes dansantes de la cheminée. Au dehors, la neige tombe plus fort, transformant le paysage en cette féerie blanche qu'elle a appris à aimer. Une impulsion la saisit soudain. Elle enfile son manteau, ses bottes, et sort dans la nuit tombante. La forêt l'appelle, comme toujours lorsqu'elle vient ici. Marie suit le sentier familier, celui qui mène au promontoire rocheux. La marche est plus difficile dans la neige fraîche, mais son corps a gagné en force ces derniers mois, habitué à ses excursions régulières dans les bois. Arrivée au sommet, elle s'arrête, le souffle court, formant de petits nuages blancs dans l'air glacé. La vallée s'étend sous ses pieds, un océan d'arbres saupoudrés de blanc. La nuit n'est pas complètement tombée, cette heure bleue où tout semble suspendu entre deux mondes donnant au paysage une qualité presque surnaturelle. C'est alors qu'elle le voit. Au bord de la clairière en contrebas, partiellement dissimulée par les ombres, un lynx la regarde. Plus grand qu'un chat domestique, mais pas encore de la taille imposante d'un adulte, son pelage tacheté presque invisible contre l'écorce des arbres. Seuls ses yeux brillent, 2 orbes dorés fixés sur elle avec une intensité qui lui coupe le souffle. « Lazare » murmure-t-elle, n'osant y croire. Le jeune lynx ne bouge pas, continuant à l'observer avec cette curiosité qui lui était si caractéristique. Marie reste parfaitement immobile, craignant qu'au moindre mouvement, cette apparition ne s'évanouisse dans les ombres de la forêt. Le temps semble suspendu, étiré dans cet échange de regards entre la femme et le félin. Puis, avec une grâce fluide, le lynx incline légèrement la tête, comme dans un salut. Ce geste, si humain et pourtant si sauvage, bouleverse Marie jusqu'au plus profond de son être. « Tu es revenu » souffle-t-elle, les larmes gelant sur ses joues. Le lynx cligne lentement des yeux, ce signe de reconnaissance et d'affection qu'elle connaît si bien. Puis, sans bruit, il se détourne et disparaît entre les arbres, laissant Marie seule avec la certitude absolue
qu'elle vient de vivre un moment de pure magie. De retour au chalet, elle s'assoit à la table de la cuisine et ouvre son carnet, celui-là même où elle consignait les progrès des chatons. Elle commence à écrire, les mots coulant librement sous sa plume, racontant cette rencontre improbable, ce cadeau inattendu. Au fil de son écriture, Marie réalise quelque chose d'important. Ce n'est pas seulement Luna et ses petits qui ont trouvé leur chemin vers la liberté. Elle aussi a entrepris un voyage de libération, se dégageant peu à peu des chaînes invisibles du chagrin qui l'entravaient depuis si longtemps. La perte de Julien et de leur enfant à naître restera toujours une partie d'elle, une cicatrice sur son âme. Mais désormais, cette douleur coexiste avec autre chose. La gratitude pour l'extraordinaire cadeau que la vie lui a fait à travers Luna. La joie d'avoir participé à ce miracle. L'émerveillement face à la beauté et à la résilience de la nature. Le lendemain matin, en quittant le chalet, Marie s'arrête un instant sur le perron, contemplant la forêt qui s'éveille sous la lumière cristalline de l'hiver. Quelque part dans ces bois, Luna et ses petits continuent leur vie sauvage, libres et fiers comme ils doivent l'être. Et quelque part, peut-être pas si loin, Lazare établit son territoire, devenant l'adulte magnifique qu'il est destiné à être. Une semaine plus tard, de retour à l'hôpital, Marie prend une décision qui surprend ses collègues, mais qui lui semble parfaitement naturelle. Elle demande à être transférée à temps partiel dans la petite clinique de Saint-Claude plus proche des montagnes, où elle pourra partager son temps entre soigner les humains et veiller de loin sur ces créatures sauvages qui ont transformé sa vie. Sophia, qui l'a soutenue tout au long de cette aventure, l'accompagne le jour où elle emménage définitivement dans le chalet rénové. « Tu es sûr de vouloir vivre ici, si loin de tout ?» demande son amie en l'aidant à déballer ses cartons. Marie sourit, regardant par la fenêtre la forêt qui s'étend à perte de vue. « Je ne suis pas loin de tout. Je suis proche de l'essentiel. » Le soir, après le départ de Sophia, Marie s'installe sur le perron avec une tasse de thé fumante. L'air est vif, mais pas encore glacial, annonçant l'approche du printemps. Les étoiles commencent à apparaître dans le ciel qui s'assombrit, et quelque part au loin, un hibou lance son appel mélancolique. Marie ferme les yeux, savourant la paix qui l'enveloppe. Elle ne sait pas si Lazare reviendra, si elle apercevra un jour Luna ou les autres chatons. Peut-être leur rencontre était-elle destinée à être brève mais transformatrice, comme ces comètes qui traversent le ciel en y laissant une traînée lumineuse. Ce qu'elle sait, en revanche, c'est que le miracle qui a commencé cette nuit d'hiver à la maternité continue à se déployer, prenant de nouvelles formes, ouvrant de nouveaux chemins. La vie, dans toute sa complexité et sa beauté imprévisible, a trouvé le moyen de refleurir du terreau même de sa douleur. Et tandis que la nuit enveloppe la forêt de son manteau sombre, Marie murmure dans le silence « Merci ». Ce mot simple contient toute sa gratitude envers Luna qui a frappé à sa porte quand elle-même était perdue, envers les chatons qui lui ont rappelé la joie pure de voir la vie s'épanouir, envers le destin qui a tissé ces fils improbables pour créer une tapisserie d'une beauté inattendue. Dans le lointain, comme en réponse à cette prière silencieuse, le cri d'un lynx s'élève, sauvage et libre, porté par le vent jusqu'au chalet où une femme autrefois brisée a retrouvé le chemin vers la lumière, vers l'espoir, vers un nouveau commencement.